Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Azab. Jean-François, le fait que le Canada, cette fois-ci, a voté avec la grande majorité qui demande un cessez-le-feu, alors que la Grande-Bretagne s'est abstenue, alors que les Américains ont voté contre Israël, est-ce que c'est, à vos yeux, important? Ben, je pense que c'est un changement d'attitude de la part du Canada qui, depuis le début, il faut se le rappeler, insistait beaucoup sur le droit d'Israël de se défendre, mais compte tenu de la campagne israélienne qui dure depuis 64 jours, depuis les horreurs du 7 octobre et les dommages causés non seulement aux infrastructures à Gaza, mais à la population de Gaza, 18 000 morts depuis le début. Je pense que le Canada est en train d'évoluer. Et il faut voir dans ça peut-être aussi l'équilibre démographique au Canada qui a changé depuis 20 ans. Il y a 2 millions de musulmans au Canada, un nombre important parmi ceux-là d'Arabo-Canadiens. Il y a une pression, là, je pense, qui est importante. On a vu samedi dernier le premier ministre Trudeau et Mélanie Joly rencontrer 3 émissaires de la Ligue arabe, des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de l'autorité palestinienne. Il y en a 2 qui étaient absents pour des raisons, d'autres raisons, mais qui devaient être là aussi. Et là, on a senti, là, en tout cas, j'ai senti à travers les commentaires de Mme Joly, du premier ministre, cette idée de au moins travailler sur une solution permanente, là, advenant la fin, un cessez-le-feu. Aujourd'hui s'ajoute cette mention spécifique d'un cessez-le-feu immédiat, humanitaire. Et ça, à mon avis, c'est un changement de ton important du côté du Canada. Maintenant, est-ce que le Canada a de l'influence? Et d'ailleurs, le vote à l'Assemblée générale des Nations unies aujourd'hui est un vote qui est non contraignant parce que, je le rappelle, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté contre une résolution identique vendredi dernier. Et ça aurait donné plus de poids aux Nations unies. Exactement, non contraignant, mais n'empêche, et malgré le vote d'aujourd'hui à Zeb de Washington, qui n'a pas voté en faveur ni au Conseil de sécurité, ni à l'Assemblée générale, malgré ça, hier, des extraits de Joe Biden le montrent impatient avec Netanyahou, de plus en plus excédé devant l'ampleur des bombardements. Ça aussi, ça peut commencer à produire des effets là, sur la politique israélienne. Tout à fait. Il a parlé de bombardements aveugles. En fait, Joe Biden s'en prend à l'exécutif du gouvernement de Netanyahou en disant que c'est un exécutif extrêmement conservateur. Il pointe du doigt le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui dit qu'il est contre la solution des 2 États. Donc, Joe Biden, depuis le début de l'administration Biden, dit que oui, il faut aider Israël. Elle a le droit et le devoir de se défendre, tout en protégeant la population civile à Gaza. Mais là, quand on regarde les chiffres, Jean-François vient de le mentionner, plus de 18 000 personnes qui ont été tuées. On parle de plus de 7 000 enfants qui ont été également tués. Les appels du secrétaire général aux Nations Unies qui a brandi l'article 99 en disant que la paix et la sécurité internationale est en danger. Il y a eu ce vote vendredi dernier au Conseil de sécurité où la France même a voté en faveur pour un cessez-le-feu. Il n'y avait que les États-Unis les États-Unis s'y sont opposés et la Grande-Bretagne qui s'est abstenue. Donc les États-Unis commençaient quand même à faire un peu cavalier seul. Et ici aussi, il y a énormément de personnes qui s'opposent à cette guerre-là. Puis encore là, beaucoup de questions. Quelle est la sortie de crise pour les États-Unis face au conflit israélo-palestinien? Donc de plus en plus de questions. Et puis dans les manifestations, vous savez, Joe Biden, les manifestants ils disent que c'est génocidaire. Joe, c'était vraiment comme ça qu'ils sont en train de l'appeler en disant qu'il y a un génocide qui est en train de se perpétuer à Gaza. Et ça, c'est plus de 6 semaines après, évidemment, les attentats horribles du 7 octobre. Et avant même, Jean-François Lépine, de parler de sortie de crise, dans l'immédiat, est-ce que vous croyez que Washington, dans les prochains jours, va accroître la pression pour dire « arrêtez là, ça suffit », parce que Washington finance, il faut le dire aux gens, et envoie les munitions quand même. Tout à fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que j'ai même vu cet après-midi, il y a eu une conférence de presse en fin d'après-midi entre le président Zelensky et le président Biden. Et on a posé des questions au président Biden sur la question israélienne et il a complètement nuancé ce qu'il a dit hier. Il n'a pas fait référence à cette critique qu'il a faite du gouvernement israélien, du radicalisme au sein du gouvernement israélien. Et il ne faut pas oublier, donc je l'ai rappelé, malgré les déclarations de Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, de Anthony Blinken, qui sont allés en Israël, qui dénoncent la façon dont
l'autodéfense, entre guillemets, israélienne se produit sans discrimination, des bombardements qui n'ont rien de chirurgicaux. Au contraire, c'est de la destruction massive. Malgré tout ça, on a l'impression que l'administration est divisée parce que, d'un autre côté, l'administration américaine vote contre une résolution pour un cessez-le-feu immédiat au Conseil de sécurité et, vous l'avez évoqué, on vient d'adopter une procédure là, pour contourner le Congrès pour envoyer à Israël 18 000 obus de chars d'assaut. 18 000 obus de chars d'assaut, les Israéliens disent qu'ils frappent par jour à peu près 250 objectifs du Hamas. Si on utilise 200 obus, disons, de chars d'assaut pour faire ces frappes-là, ça veut dire que le conflit va durer encore pendant 60 jours, ou à moins qu'on prévoie aussi les réserves d'Israël baissant, qu'il y a une éventuelle offensive du côté du Liban. Mais cela dit, d'un côté, on dénonce et d'un autre côté, on envenime et on fournit des armes à Israël. C'est une grande contradiction qui, et on le dit, les médias le disent, Israël et les États-Unis sont de plus en plus isolés dans ce conflit-là. En tout cas, on l'a vu aujourd'hui aux Nations unies. Je veux vous parler de l'autre casse-tête qui est devant Joe Biden. Azeb, Zelensky arrive à Washington, tente de plaider en disant « Nous pouvons encore gagner cette guerre ». En même temps, le Congrès paralyse 61 milliards d'aides pour l'Ukraine. Est-ce que là, il y a une lumière au bout du tunnel, Azeb? Mais écoutez, la stratégie de Joe Biden, c'était de mettre dans la même enveloppe l'aide à Israël, l'aide à l'Ukraine, l'aide aux migrants qui sont à la frontière du Mexique, de mettre ça dans une enveloppe de plus de 100 milliards de dollars et de faire approuver ça par le Congrès. Et là, les républicains, ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec cette aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine, parce qu'encore une fois, on parle de sortie de crise. Quelle est la stratégie de sortie? On ne sait pas vraiment où vont les fonds. On a envoyé des milliards de dollars et on n'a pas vu de résultats. Et même, il y a des élus ici, Patrice, qui disent écoutez, il va falloir que Zelensky s'assoie à une table de négociation avec Poutine. Le républicain J.D. Vance a mentionné ça, un autre républicain l'a mentionné aussi. Donc, il commence à parler vraiment d'une sortie qu'il va falloir s'asseoir et discuter d'une sortie de crise. Et aujourd'hui, à la conférence de presse avec Zelensky, la question a été posée à Joe Biden et il n'a pas voulu répondre. Il dit que non, il faut absolument faire approuver cette aide de 60 milliards de dollars. Il faut aider l'Ukraine, on est contre la dictature, c'est pour la démocratie, c'est une menace pour les États-Unis et l'Europe. Mais le Congrès refuse. Beaucoup de sénateurs sont contre. Non seulement parce qu'ils ne voient pas de sortie de crise, mais également parce qu'ils disent, écoutez, il faut mettre l'argent dans nos frontières, il faut assurer la sécurité de nos frontières nationales. Là. Ils ont parlé le président de la Chambre des représentants dit qu'il y a eu 12 000 personnes migrantes qui sont rentrées illégalement en un seul jour, mercredi dernier. Il dit que 7 millions sont entrés illégalement depuis que Biden est président, donc il faut s'attarder à ça. Et l'Ukraine, on dirait qu'ils ont, si vous voulez, un peu baissé les bras par rapport à l'Ukraine. Et Jean-François, ils lisent les sondages et ils voient que les Américains, il y a une lassitude d'aider l'Ukraine. On se dit, ils ne gagneront jamais. Est-ce que ça vaut la peine? Tout à fait. On a même dit en conférence de presse aujourd'hui, les journalistes ont posé la question au président Zelensky, quand allez-vous décider de céder des territoires pour que la guerre s'arrête? Alors, imaginez la position, la question, c'est terrible. L'Ukraine qui est victime d'une invasion et à qui on dit, cédez ces territoires-là, puis vous allez avoir la paix. Je pense que c'est ce que le président Biden a évoqué. Ce serait le cadeau de Noël que M. Poutine rêverait d'avoir. Donc, il y a un problème aux États-Unis qui est lié aussi à la politique intérieure, mais même M. Biden a mis les choses en perspective. L'Europe qui a des problèmes aussi à ce niveau-là, mais est en train de s'engager encore plus du côté de l'Ukraine. Je pense qu'éventuellement, les budgets aux États-Unis vont être votés. Peut-être pas avant Noël, ça c'est un problème, mais déjà le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a dit que l'Ukraine pouvait durer toute la période des fêtes sans problème. Mais M. Zelensky a insisté pour dire, nous, ce que ça nous prend, là, pour que la guerre... La Russie veut et est capable de supporter une guerre longue. Pour que la guerre ne soit pas longue, l'Ukraine a besoin du contrôle du ciel. Ouais. Ça, c'est très important. Ça veut dire on veut des avions F-16, on veut des systèmes de défense beaucoup plus grands. Et c'est tout ça qui est en question dans ces budgets-là. Donc, M. Zelensky, d'ailleurs, il faut le mentionner, qui était il y a quelques jours à l'inauguration du président argentin, où on dit que M. Zelensky a eu un entretien bref mais ferme avec
le premier ministre Viktor Orban de la Hongrie, qui est un des dissidents en Europe, qui veut cesser l'aide à l'Ukraine, ben, je pense que M. Zelensky est vraiment dans une grosse période pour rappeler au monde entier que c'est important que ce parce qu'effectivement, il y a des pertes d'appui qui se produisent, mais qui ne sont peut-être pas non plus déterminantes pour l'issue du conflit. Que ce combat-là touche aussi non pas que les Ukrainiens, mais l'Europe et d'autres démocraties. Jean-François Lépine, toujours un plaisir. Azeb, toujours un plaisir. Grosse journée, Azeb. Merci particulier ce soir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.